Si vous faites face à de l'incertitude et que vous devez faire un choix, vous allez trouver différentes stratégies de spéculation. Ce choix peut être fait pour être plus heureux, comme les stoïciens par exemple. On parlera d'investissement émotionnel. Mais cela marche aussi pour l'investissement économique, financier ou énergétique. La stratégie est la même car l'objectif est le même. Le gain, le surplus, le déséquilibre. Le bonheur est une question de spéculation du désir. Parmi les plus grands intellectuels, différentes stratégies de spéculation nous est présentée. Pour rappel, la spéculation, c'est l'art de prédire, ou plus exactement d'être préparé à un événement futur. Un événement aléatoire, incertain, un événement qui ne dépend pas de soi. À écouter les stoïciens, le secret du bonheur, donc de la spéculation, de la prise de décision, du choix d'investissement émotionnel, régit dans ce qu'ils appellent faire la part des choses. Un bon spéculateur doit donc sélectionner ses investissements émotionnels, ses paris, car tout n'est pas bon à être spéculé, donc désiré. Intéressant, j'imagine qu'ils vont nous donner le secret pour déceler les mécanismes qui se cachent derrière les événements impactants, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Alors dis-moi Épictète, à travers ton manuel, comment faire la part des choses? Comment être sûr d'avoir tout ce que tu désires? Que désires-tu de si prévisible pour être certain d'être heureux? Faire la part des choses comprend 3 étapes, le jugement, le désir et l'action. Ce sont 3 choses dont tu es maître. Dans le jugement, il y a la représentation et l'évaluation. Les évaluations consistent à déterminer ce dont tu es maître et ce dont tu es esclave. Ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui t'est intérieur, ce qui t'est extérieur. Ce qui dépend de toi, le jugement, le désir, l'action. C'est toi qui décides d'agir, c'est toi qui désires ce que tu veux et c'est toi qui choisis de juger. Contrairement à ce qui ne dépend pas de toi, le corps, l'avoir, la réputation, le pouvoir, la richesse. Bref, tout ce qui t'est extérieur, tout ce dont tu es esclave. Ensuite, les représentations déterminent comment les choses extérieures se manifestent en nous. Elles sont à la fois ce qui se manifeste à nous de l'objet et ce que nous en disons ou pensons. Par exemple, l'énoncé « c'est un grand malheur » est une représentation, un jugement. Il ne dépend que de toi de penser de si malheureuses choses. Ce qui nous trouble n'est pas l'objet, mais le jugement que nous portons sur lui. Ainsi, nous sommes responsables de nos états émotionnels, que cet événement soit socialement, moralement, donc dogmatiquement, considéré comme mal, risqué ou dangereux. Que l'événement soit dangereux ou non, il ne tient qu'à toi d'en avoir peur. Contredisant cela Sartre, qui dit « l'enfer c'est l'autre ». Il faudrait plutôt dire « l'enfer c'est l'idée que je me fais des autres ». L'enfer, c'est bien le jugement, pas le jugement des autres, non pas le jugement des autres élèves face à ma prise de parole, mais plutôt mon jugement, mes représentations, qui me font dire, qui me font penser que cet événement est malheureux. Pour le désir, faire la part des choses consiste à désirer que ce dont tu es maître, ce dont tu es certain. Ce qui est hors de ta portée est incertain, aléatoire. Il faut donc s'en détacher, et non le nier et le rejeter, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Quant à la 3e étape, l'action, à ce qu'Épictète appelle le 3e lieu, il faut agir conformément à sa nature, c'est-à-dire ne pas s'exposer aux événements aléatoires, aux événements dont tu n'es pas maître. Après la lecture de différents stoïciens, je comprends qu'ils sont bien loin d'être de puissants spéculateurs capables de jouir d'événements prévus qui se réalisent. Leur certitude d'avoir ce qu'ils désirent les force à ne prendre 0 risque. Pour eux, il n'y a pas de prise de risque intelligente. Ils te demandent d'être mesuré et raisonnable dans tes affirmations. C'est ça pour eux la sagesse. Ils sont donc bien loin d'être de puissants spéculateurs qui prendraient le risque d'avoir souvent raison et rarement tort. Donc souvent heureux et rarement frustrés. Ils préfèrent être libres et esclaves de rien plutôt que d'être esclaves d'une chose qui les rendrait maîtres de beaucoup d'autres choses. C'est là que je comprends que face au problème de l'incertitude, faire le choix de la certitude, c'est ne pas faire de choix. Ils ont compris que le jeu est perdu d'avance, alors d'avance ils arrêtent d'avancer. Les stoïciens sont des tricheurs qui jouent aux morts dans la vie. Quand je repense à tous les conseils que les gens m'ont donnés, je constate que seuls 1 ou 2 me sont restés à vie. Tous les autres n'étaient que des mots, et je me félicite de ne pas en avoir tenu compte. Pour la plupart, il s'agissait surtout de recommandations, telles que « sois mesuré et raisonnable dans tes affirmations », contredisant cela l'idée de prendre des risques et de faire différemment de tout le monde. La réalité empirique du monde n'est pas mesurée, et sa version de « ce qui est raisonnable » ne correspond pas à la définition classique qu'en a les personnes moyennes. Être authentiquement empirique consiste à refléter la réalité aussi fidèlement que possible. Être honorable implique de ne pas avoir peur d'être excentrique, et des conséquences que cela entraîne. Avec le recul, le conseil le plus important que l'on m'ait donné était mauvais, mais paradoxalement, ce fut aussi celui qui eut le plus d'influence, car il m'incita à me plonger plus profondément encore dans la dynamique de prise de risque maîtrisée face à l'événement aléatoire, mais aux conséquences disproportionnées, ce que Nassim Nicolas Taleb théorise sous le nom de signe noir, c'est-à-dire un événement imprévu, improbable et qui a de forts impacts. Je reçus très vite ce conseil avec les différents vendeurs de rêves que l'on trouve sur internet. Ce youtubeur et formateur m'invite à choisir une activité professionnelle scalable ou sans plafonnement visible en français, c'est-à-dire une activité dans laquelle on n'est pas rémunéré sur une base horaire et par conséquent sujet aux limitations liées à la somme de travail effectuée. C'était une manière très simple d'établir une discrimination entre les professions et à partir de là généraliser une distinction entre les différents types d'incertitudes.
Ce qui me conduisit au problème philosophique majeur, le problème de l'induction, équivalent technique de signe noir. De l'impasse qu'il était, je pus ainsi transformer le signe noir, donc le problème de l'incertitude, de l'induction, en une solution facile à mettre en œuvre, et l'ancrer dans l'étoffe du réel empirique. Comment des conseils sur la carrière peuvent-ils mener à de telles idées sur la nature de l'incertitude? C'est justement ce que j'essaye de vous présenter depuis le début de ces vidéos. Certaines professions, telles que dentiste, consultant ou masseur professionnel, ne sont pas scalables. Le nombre de patients et de clients que vous pouvez recevoir sur une période de temps est plafonné. Si vous ouvrez un restaurant à la mode, vous ferez au mieux régulièrement salle comble. Dans ce type de profession, votre revenu sera toujours sujet à la gravité. Il dépend plus de la constante de vos efforts que de la qualité de vos décisions. En outre, ce genre de travail est éminemment prévisible. Il variera, mais pas au point que vous puissiez gagner plus en une seule journée que pendant le reste de votre vie. En d'autres termes, il ne sera pas sujet à l'accident positif de richesse, donc au signe noir. Si elle avait été assistante sociale ou professeure de physique-chimie, J.K. Rowling, l'auteur du roman Harry Potter, n'aurait jamais pu franchir du jour au lendemain le gouffre séparant le monde des perdants et celui des super-héros. Mais elle n'aurait pas non plus été perdante. Si vous vous débrouillez bien, d'autres professions vous permettent de multiplier votre rendement et vos revenus en fournissant peu d'efforts, ou du moins pas d'efforts supplémentaires. Toutefois, étant paresseux, considérant la paresse comme un atout et aspirant à disposer d'un maximum de temps libre dans la journée, je tirerai immédiatement, mais à tort, la conclusion suivante. Je distinguais le concepteur qui vend un produit intellectuel sous forme de transaction ou de travail quelconque du travailleur qui vous vend son temps, son travail. Si vous êtes concepteur, vous n'avez pas besoin de travailler dur, seulement de penser intensément. Que vous produisiez 100 ou 1000 unités, votre travail est toujours le même. Dans le domaine du trading quantitatif, acheter 100 actions nécessite la même somme de travail qu'en acheter 100 000 ou même 1 million. C'est le même appel téléphonique, le même clic avec votre souris, le même calcul, le même document légal, la même dépense d'énergie cérébrale, le même effort pour s'assurer que la transaction est correcte. De plus, vous pouvez travailler depuis votre baignoire ou dans votre café préféré. Vous pouvez remplacer le travail par l'effet de levier. Bon, pas travailler dans une baignoire, et quand il est bien fait, ce boulot permet de dégager énormément de temps libre. La même caractéristique aux musiciens ou aux acteurs de cinéma. Vous laissez les ingénieurs du son et les projectionnalistes faire le travail. Vous n'avez pas besoin d'être présent à chaque représentation pour assurer cette dernière. De même, un écrivain fournira le même effort pour attirer l'attention d'un seul lecteur que de celle de plusieurs centaines de millions de lecteurs. J.K. Rowling n'est pas obligé de réécrire chaque volume de sa série à chaque fois que quelqu'un veut le lire. Mais il n'en va pas de même pour un boulanger. Il doit cuire chaque baguette de pain, sans exception, pour satisfaire chaque client qui se présente dans sa boulangerie. Ainsi, établir cette distinction entre les deux types de professions, scalables et non scalables, est équivalent à établir une distinction entre l'écrivain et le boulanger, le spéculateur et le médecin, etc. C'est une manière efficace de considérer le monde de la profession. Elle permet de faire la différence entre les professions dans lesquelles on peut ajouter des euros à son revenu sans effort supplémentaire et celles qui nécessitent plus de travail et de temps, deux choses qui nous sont comptées. Autrement dit, celles qui sont soumises à la gravité. Mais pourquoi le conseil de mon influenceur YouTube est-il mauvais? S'il pouvait servir, et ce fut effectivement le cas, à classer l'incertitude et la connaissance, il était erroné s'agissant du choix d'une profession. Il s'est peut-être arrivé payant pour lui, mais seulement parce qu'il a eu de la chance, parce qu'il était au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Si je devais moi-même conseiller à n'importe qui, je lui recommanderais de choisir une profession qui précisément ne soit pas scalable. Suite à la critique des stoïciens à qui l'incertitude dérange, à qui le hasard dérange, moi je vous propose une stratégie de spéculation qui embrasse l'incertitude. On verra donc les bienfaits de l'incertitude, on va parler de l'avènement de la scalabilité, et on va voir que nous vivons dans une société hasardeuse et opportuniste, et qui le sera de plus en plus.